Alors, voilà, je suis Marie-France Lefort. Je suis l'auteure des outils essentiels du parent bénévole. C'est une belle initiative de parents partenaires en éducation en Ontario qui souhaitaient développer des outils accessibles pour justement les personnes qui sont parents, mais qui sont aussi membres de conseils d'école et aussi membres des comités de participation des parents des conseils scolaires en Ontario. Alors, voici, aujourd'hui, on discute de réunion saine et c'est un sujet peut-être qui est au cœur de ce qu'on discute dans les outils essentiels. C'est un peu comment on peut travailler ensemble. C'est sûr qu'il y a des outils qui touchent à notre efficacité comme organisme, comme des conseils d'école, mais il y a aussi des outils qui touchent à la façon qu'on a de travailler ensemble, d'être ensemble pour accomplir des choses. Alors, il est question de ça aujourd'hui avec les rencontres saines. Euh, on sait que nos mandats comme parents bénévoles peuvent nous faire grandir comme jamais. N'importe qui a été actif de cette façon-là, je pense, vous le dira. Puis en même temps, c'est aussi, c'est aussi des occasions où on sait qu'on va parfois dépenser beaucoup d'énergie. Parfois aussi, nos réunions peuvent être drainantes, là, au point où on se demande si on a le goût d'y aller. Alors, ce que j'ai voulu faire avec ce module-ci, c'est parler peut-être de certaines approches, de façons de réfléchir à nos rencontres qui, en équipe, peuvent faire en sorte que ça aille plus dans le plaisir, plus dans la bienveillance et peut-être un petit peu moins dans le conflit ou dans la tension, si on veut. Alors, une citation que j'aime beaucoup, c'est celle-ci: les gens sont comme des sachets de thé. On ne découvre leur force que lorsqu'ils sont plongés dans l'eau chaude. Alors, encore là, c'est sûr que les expériences qu'on a dans la vie, où est-ce qu'on traverse quelque chose de difficile, mais qu'on traverse avec succès quand on maîtrise quelque chose ou malgré l'adversité, qu'on réussit à passer au travers, c'est souvent ces expériences-là que l'on retient. Par contre, on n'a rien à gagner à être dans l'eau chaude tout le temps. Puis si on voit qu'on est dans l'eau chaude tout le temps ou souvent, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Parce que c'est sûr que c'est là où le mauvais stress intervient. Puis c'est le stress parfois qui peut nous empêcher de dormir ou qui peut nous donner un petit peu d'anxiété avant d'arriver à nos rencontres. Alors, cette idée que oui, parfois c'est bien d'être plongé dans l'eau chaude pour accomplir des choses, mais aussi qu'il faut y voir si c'est toujours comme ça. Quelques mots-clés qu'on retrouve dans ce module-ci, puis qui, je pense, qui sont au cœur encore du module qui, bien sûr, est en ligne. Hein. Vous pouvez toujours aller lire le module sur le site web de Parents Partenaires, puis je vous invite à le faire. Il y a bien sûr un peu plus de choses que je pourrais vous donner comme ça dans la capsule. Mais ces mots-clés, c'est bienveillance, c'est intention aussi. C'est quelle est notre intention avant de dire quelque chose? Quelle est l'intention de l'autre personne quand elle dit quelque chose? Donc, de bien saisir quelle est l'intention. Et c'est aussi le mot accueil, que quelque part, on doit, pour avoir des rencontres saines, soigner l'accueil que l'on fait aux autres. Le mot bienveillance, j'y reviens, c'est un mot qui, peut-être en anglais, on pourrait le traduire par kindness. Je dis bienveillance parce que c'est autre chose que la gentillesse. La gentillesse, c'est formidable, c'est bien, mais ça va un pas plus loin que la gentillesse. On n'est pas dans une rencontre de travail gentil pour être gentil. Il y a aussi cette notion que on est à l'écoute, que l'on veut le meilleur pour l'autre personne, mais aussi pour le travail que l'on fait en groupe. Donc, il y a une notion supplémentaire avec la notion de bienveillance, qui est bien capturée, je pense, en anglais par le mot kindness. Un autre thème
c'est s'il y a conflit. Donc, s'il y a des tensions qui semblent aller vers le conflit, qu'est-ce qui sera une intervention utile qu'on peut avoir qui va permettre de préserver de bonnes relations entre nous? Donc, quelque chose qui va nous faire avancer, qui va nous faire euh, peut-être dépasser le conflit, atténuer les tensions, puis qui va permettre aussi de préserver de bonnes relations entre nous, parce qu'après tout, on doit travailler ensemble. Donc, on n'a peut-être pas besoin d'être les meilleurs amis du monde, de se trouver fin puis intelligent tout le temps, mais on a besoin de travailler ensemble. Donc, ça veut dire qu'en principe, il faudrait travailler avec un minimum de tension. J'aime beaucoup, beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup ce dessin. Il y a un classique québécois, en fait, Roméo Mélenchon, qui a écrit les guides pratiques pour une gouvernance stratégique. Bon, on est dans des conseils d'école, on n'est pas dans un conseil d'administration classique, c'est sûr, mais il y a certaines notions en gouvernance qui peuvent être utiles pour le travail des conseils d'école ou des conseils, des comités de participation des parents. Lui, ce qu'il a fait avec ce dessin-là, c'est d'identifier quelques archétypes, quelques types qu'on retrouve, qu'on a tendance à retrouver assez souvent dans des comités. Et puis, vous verrez ici, vous avez le sage, donc c'est la personne qui offre une aide précieuse, qui aime apporter sa contribution, qui est pesé dans ses mots, qui fait attention. Et puis, juste à côté, ici, on a le bagarreur. Donc, quelqu'un qui peut monopoliser le débat, puis qui peut partir la chicane, parce qu'il aime ça, lui, quand il y a de l'action, puis c'est un peu sa façon d'intervenir. Un rôle qu'on retrouve quand même assez souvent, bon, le bavard, l'interrompre avec tact, c'est une façon parfois de limiter un petit peu l'effet drainant du bavard, puis lui donner un temps limité de parole. Alors ça, c'est bien sûr, Malenfant, il offre quelques suggestions pour ces archétypes-là. On a celui qui sait tout, on a le timide qu'il faut aller chercher parfois, puis toujours se souvenir d'aller lui demander son opinion parce qu'au départ, il ne la donnera pas. Alors, c'est possible que vous reconnaissiez certains de ces archétypes. Et puis, certaines susceptibilités. C'est un modèle qui a peut-être un petit peu vieilli dans le sens que vous remarquez que c'est tous des « le ». Alors, c'était comme si c'était tous un peu des messieurs, alors que, bon, quand même, il y a quand même des femmes et des hommes dans nos conseils, et puis c'est peut-être un petit peu stéréotypé. Alors, et c'est amusant par contre. Et je vous en donne peut-être un autre. Il y a peut-être une autre façon de regarder un peu qui on est, nous, quand on est en réunion, et aussi qui est autour de nous. Ça peut être une bonne question à se poser. Puis qu'est-ce qui les motive, ces gens-là? Pourquoi ils sont là? Puis la motivation, au départ, c'est une espèce d'énergie qui fait qu'on veut faire des choses. Et quand on arrive en réunion, bien, on amène un peu nos motivations avec nous. Alors, je vous en ai choisi 4, je pense, qui sont assez typés puis qui interviennent assez régulièrement en réunion. On a, par exemple, la personne qu'on appelle défenseur. Donc, c'est la personne qui a besoin de se sentir en sécurité puis qui est particulièrement préoccupée par la sécurité, par la gestion du risque, par exemple. C'est quelqu'un qui n'est pas particulièrement confortable avec le changement généralement et elle a besoin d'être rassurée. Donc, c'est important de lui fournir des détails. Ici, au milieu, on a les stratégies, de mettre l'accent sur les bonnes nouvelles avec une personne comme ça. C'est des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de temps de s'adapter au changement. Alors, c'est des personnes aussi qui ont besoin d'un petit peu plus de mise à jour. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre comité, vous savez que vous n'allez pas faire de gaffe parce que quelqu'un aura oublié peut-être de se préoccuper
de choses importantes qui touchent la bonne santé ou la sécurité des gens. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a cette préoccupation-là. Donc, c'est les gens qui se préoccupent de budget, qui se préoccupent peut-être des infrastructures. Est-ce qu'on a assez d'argent pour faire l'activité qu'on a prévu faire, etc. On a aussi l'expert ou l'experte que je pense que Malenfant a retenu aussi. Donc, on connaît des gens comme ça. C'est quelqu'un qui aime connaître son sujet, puis une fois qu'il connaît son sujet, qui va bien sûr s'exprimer là-dessus, qui aime partager son expertise. Donc, pour que cette personne-là soit bien dans son rôle, c'est quelqu'un qui aime partager ses connaissances. Donc, on peut souvent les mettre à profit en leur demandant peut-être d'étudier une certaine question puis de revenir avec des suggestions. Ces gens-là aiment ça. On peut leur proposer aussi peut-être du mentorat de nouveaux membres. C'est des gens qui sont sensibles à la rétroaction, donc parfois il faut faire attention si on les critique, mais c'est bien sûr des gens qui ont un apport important dans nos groupes. On a enfin le chercheur et l'ami. Une chercheur avec un E, c'est quelqu'un qui aime avoir un impact, qui aime faire une différence. Donc, quelqu'un comme ça, si elle a l'impression de s'ennuyer, si elle a l'impression justement que votre groupe n'est pas efficace ou n'atteint pas ses résultats, c'est quelqu'un qui va être pas à l'aise, puis peut-être qui pourrait justement être tendu en réunion ou pas se sentir bien puis vous le dire. Donc, ça peut être important de voir rehausser sa contribution, que ça soit la personne qui vous aide à garder le cap aussi sur les impacts que vous voulez avoir dans votre communauté scolaire, qui va se préoccuper peut-être des impacts sur les élèves. C'est quelqu'un aussi qui aime la créativité, qui n'aime pas tellement la routine. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous brasser aussi un petit peu de ce côté-là. L'ami, enfin, c'est quelqu'un, je pense que c'est un autre type qu'on retrouve beaucoup en réunion, puis c'est un type important. C'est quelqu'un qui aime les relations humaines, c'est quelqu'un qui aime les relations humaines enrichissantes et collaboratives. Donc, des personnes qui vont demander aussi, quand on prend des décisions, quel va être l'impact sur les personnes, sur les élèves, sur les enseignants, sur nous, sur les parents. Donc, c'est quelqu'un qui va se préoccuper de ces choses-là. Alors, bien sûr, c'est important de les impliquer, de les consulter. Et puis, c'est des gens qui vont avoir tendance à mettre l'impact sur la collaboration puis le facteur humain dans les décisions. Alors, encore là, une motivation qui est fort importante à garder dans nos comités, puis chercher quelqu'un qui a ce genre de motivation-là. Quand on parlait tantôt un petit peu des bavards ou des timides ou des gens qui parlent beaucoup, puis des gens qui parlent moins. Quand on a fait un sondage à un moment donné avant de commencer les outils essentiels, on a demandé qu'est-ce qui agaçait les gens, qu'est-ce qui faisait en sorte que leur relation ou leur réunion était peut-être moins efficace. Puis un sujet qui revenait beaucoup, c'est les gens qui parlent trop. Donc, de façon générale, on peut comprendre. Donc, vous avez vos réunions souvent en soirée, vous êtes occupé, vous êtes parent nécessairement, vous travaillez, peut-être vous avez les jeunes à la maison le soir, vous prenez du temps de famille pour être en rencontre. Donc, c'est sûr qu'on veut que ça aille rondement, que les rencontres soient efficaces. Et donc, les bavards, ça nous inquiète. Et puis, peut-être aussi que dans nos réunions, des fois, on trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup, puis on se demande si on a notre place et tout ça. Donc, je pense qu'un énoncé pour moi qui a beaucoup de valeur, c'est de se rappeler que dans une rencontre, n'importe laquelle, on prend sa place, rien que sa place, et toute sa place. Puis ça peut être quelque chose que un énoncé que vous allez mettre sur le mur
ou sinon, vous pouvez le mettre dans votre carnet de notes, quoi que ce soit pour vous en rappeler, mais simplement de se dire, oui, j'ai ma place ici, je suis là pour faire une différence, pour avoir une contribution, donc je vais prendre ma place aujourd'hui, mais ma place, juste ma place, puis toute ma place. Alors, ça peut être utile de ce côté-là. Et quand c'est quelque chose que collectivement, je choisissais d'adopter comme devise, disons, bien, ça veut dire aussi que peut-être ceux qui ont tendance à dominer ou à parler un peu beaucoup, peut-être que ça va être un bon rappel pour eux autres aussi. Un autre élément qui est quand même, qui ressort beaucoup dans les défis que vous avez choisi de nommer, c'est le partage inégal des tâches. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on retrouve ça, dans nos comités, dans nos groupes, que parfois il y a 2 ou 3 personnes qui font beaucoup du travail, puis les autres qui sont autour, qui viennent, qui sont peut-être présents en personne, ils viennent quand même, puis ils contribuent un peu, mais peut-être qu'ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas le goût, ou ils ne savent pas trop s'ils doivent prendre des tâches supplémentaires. Alors, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui peut être certaines techniques pour s'assurer qu'il y ait un partage égal, plus égal des tâches? Bien, des fois, ça peut être une invitation à collaborer. Puis, j'ai mis une phrase ici, par exemple, ça fait quelques réunions auxquelles tu assistes, Bernadette. Est-ce qu'il y a des projets, des dossiers qui t'intéressent particulièrement? Donc, des fois, ça peut être de poser la question d'une façon neutre, d'une façon à ne pas mettre quelqu'un sur le spot, là, pour utiliser un mot anglais, mais qui est invitant, qui est accueillant, puis qui dit, oui, on te voit, tu es là, on veut tous être quelqu'un qui contribue. Alors, écoute, y a-t-il des choses, toi, qui t'intéressent tout particulièrement? Ça peut être peut-être des fois attrayant que de dire, ben écoute, moi, je suis la présidente ici ou je suis le président. Je suis plus vieille, je suis plus expérimentée, ça fait plus longtemps que toi que je suis là, puis je peux te dire que voici comment on va faire les choses. Tu sais. Donc, en invitant les gens à contribuer, on veut éviter peut-être d'avoir l'air comme le superviseur ou celui qui est en charge puis qui va distribuer les tâches. Un comité de bénévoles, c'est malheureusement pas comme une équipe au travail. C'est sûr qu'avoir du leadership, c'est utile aussi, mais peut-être qu'il y a des façons, des approches qui sont plus adaptées à une équipe de bénévoles. Donc, éviter d'agir en superviseur. Quelque chose que je vois souvent dans les équipes, éviter de faire du dumping de responsabilité avec les nouveaux. Souvent, on ne prend pas la peine de poser la première question. Qu'est-ce qui t'intéresse? On va directement à OK, ben là, ça fait 2 ans que Mélanie s'occupe de telle chose. C'est le temps que ça change. Alors, écoute, Bernadette, je pense que c'est ton tour. Tu vas le faire, OK? C'est correct? Alors, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de discussion, tout simplement, on dit, OK, alors ça part d'une bonne intention. Hein, ça part du fait que peut-être qu'il y a une personne qui est tannée puis qui veut passer une responsabilité qu'elle a prise depuis un certain temps à quelqu'un d'autre, mais de le faire comme ça, sans discussion, sans se demander, bon, ben, est-ce que la personne a un intérêt ou même un talent ou des aptitudes ou en tout cas. Alors, c'est bien sûr de ne pas utiliser cette approche-là, puis de reconnaître aussi que certains auront besoin d'un peu plus de temps pour trouver leur équilibre, surtout les nouveaux quand ils arrivent. Alors, probablement qu'une façon, surtout si on est un groupe mixte avec un nombre de personnes qui est là depuis un peu plus longtemps, puis des personnes qui sont là, qui viennent d'arriver, c'est d'indiquer que pour que ça fonctionne, on est un comité qui se partage des tâches. C'est sûr qu'il faut s'assurer que tout le monde puisse contribuer, de donner un exemple ou des exemples de tâches
possible, de dire qu'il y a toujours de la place aussi à la créativité. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va décider de faire cette année dont on n'a pas encore discuté, donc il pourrait arriver que de nouvelles tâches se présentent et qu'on espère que tout le monde va pouvoir mettre la main à la pâte. Mais justement, que ce soit sous la forme d'une invitation, puis que peut-être le standard ou ce dont on s'attend de tout le monde, c'est justement que tout le monde ait une contribution. Parfait. Le recrutement et la rétention, c'est bien sûr un souci, toujours un souci dans n'importe quel groupe, dans n'importe quel comité de bénévoles. Un énoncé là, qui se retrouve dans ce module-là, c'est parfois les bénévoles votent avec leurs pieds. On s'aperçoit souvent que les gens parfois ne reviennent pas ou cessent de venir aux réunions ou s'absentent de plus en plus. Je raconte l'histoire d'un groupe avec lequel j'avais travaillé où il n'y avait pas de femmes, c'était que des messieurs. Et puis, quand je leur avais demandé pourquoi il n'y a pas de femmes ici, il n'y a rien qui l'empêche. Vous êtes un groupe avec des intérêts qui peuvent être autant ceux des femmes, ceux des hommes. Puis on m'avait dit, ben, on en a déjà eu, mais elles ne viennent plus. Et puis j'ai dit, ben, avez-vous demandé qu'est-ce qui faisait qu'elles ne venaient plus? Et puis, non, pas vraiment. On n'avait pas vraiment posé la question. Alors, c'est possible que ce groupe-là, ils étaient bien contents de se retrouver entre monsieur. Et puis, bon, c'est peut-être correct comme ça, je ne sais pas. Mais une chose qui pourrait être intéressante quand les gens arrêtent de venir, c'est peut-être justement de leur demander qu'est-ce qui fait que tu ne viens pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être la cause de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait changer, qui ferait en sorte que tu reviendrais? Et au moins d'avoir un sens de qu'est-ce qui fait qu'une personne comme ça arrête de venir et puis ne donne pas beaucoup d'explications. Et puis, c'est souvent le cas, je dirais, avec les organismes bénévoles. Alors, si vous avez des situations comme ça, je pense que ça pourrait valoir la peine, même si c'est difficile peut-être de poser la question un peu directement, puis sans accuser ou quoi que ce soit, mais simplement pour savoir. Puis peut-être qu'il y a des choses qu'on peut changer au niveau du fonctionnement du groupe qui vont aider. L'autre élément, ben, c'est sûr qu'on retrouve aussi des gens qui aiment rendre service. Alors ça, les gens s'impliquent s'impliquent beaucoup parfois, puis prennent beaucoup de responsabilités pour se rendre compte que, oups, c'est trop. Et puis, bon, ça crée une situation d'anxiété donc, ça se peut aussi qu'ils décident, après un certain temps, de ne pas revenir ou peut-être ils vont avoir un moment comme ça où ils vont vous dire non, c'est correct, moi, j'en prends plus parce que j'en ai trop. Puis, en fait, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas plus de partage, moi, je vais partir. Alors, être conscient de ça, qu'il y a des gens qui ont peut-être des fois une difficulté à dire non, puis qui vont prendre beaucoup, beaucoup de responsabilités, ou encore des responsabilités qui ne sont pas en mesure de prendre, et puis qu'à un moment donné, ça pourrait créer une cassure. Alors, être conscient de l'équilibre qui est dans votre groupe de ce côté-là. Alors, intervenir ou pas en cas de conflit. Alors, malgré tous vos efforts, peut-être qu'il y a des tensions qui vont se manifester sous forme de conflits ou de tensions. Ça se peut qu'il y ait des comportements aussi, à un moment donné, qui arrivent dans votre groupe qui ne sont pas acceptables. Selon vous, là, il faut que ça soit nommé, puis il faut que ça se claire tout de suite, puis vous avez vraiment le goût de dire à quelqu'un ses quatre vérités. Ça peut arriver, ça arrive dans tous les groupes, dans toutes les bonnes familles aussi. Alors, comment faire les choses? Intervenir ou pas en cas de conflit?
Je vous dirais que prenez note de la charge émotive que vous avez en vous. Est-ce que vous êtes très fâché? Est-ce que vous êtes tendu? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que ça fait toute une année qu'il y a une personne qui vous tape sur les nerfs et puis là, aujourd'hui, ce soir, c'est le grand soir, vous allez lui dire c'est quelle vérité? Alors, deux questions, en fait, une question à se poser, à savoir est-ce que c'est le bon moment d'intervenir, c'est de dire est-ce que ça va être dans l'intérêt du groupe et dans mon intérêt à moi qu'il y ait une issue positive à la discussion. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'intervenir en cas de conflit? La réponse pourrait être oui si c'est dans l'intérêt du groupe qu'il y ait une issue positive à la discussion. Une bonne raison d'intervenir, c'est la suivante. L'intervention ne servira aucun intérêt supérieur et risque d'avoir des conséquences sur les relations dans le groupe. Donc, ne sert aucun intérêt supérieur et risque d'avoir des conséquences négatives sur les relations dans le groupe. Maintenant, donc ça peut dépendre de deux choses. Ça peut dépendre de la nature de votre intervention. Donc, si vous lui lancez une injure ou si vous lui dites de se taire tout de suite, ou si votre réaction à vous, suite à un comportement inapproprié, est inapproprié, ben, c'est sûr que là, vous risquez d'envenimer le conflit. Je pense que dans une situation où vous avez un comité, vous avez un groupe de travail, vous avez des choses à faire, la plupart du temps, ça va être dans l'intérêt supérieur du groupe d'intervenir, qu'il se passe quelque chose pour revenir à l'équilibre. Alors là, il s'agira de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui est la meilleure intervention possible dans cette situation-là. Alors parfois, ça peut être bien de juste mentionner comment vous vous sentez. Dire, écoute, le commentaire que tu viens de faire là, moi, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Si vous ne dites que ça sera déjà un bon pas dans la bonne direction, dans le sens où ce n'est pas une accusation, mais c'est vraiment une communication qui dit voici comment moi je me sens avec ça. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut vous l'enlever parce que c'est comment vous vous sentez vous-même. Je ne suis pas bien avec cette remarque-là, je la trouve pas acceptable. Moi, c'est comme ça que je me sens. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose à dire et que vous êtes sous tension, vous savez qu'émotivement, ça peut être une bonne première réaction. Si vous sentez que vous devez intervenir puis que la situation est un peu conflictuelle, voici quelques idées pour voir là, quelle est la bonne intervention, mais aussi est-ce que je dois intervenir. Donc, vous avez pris le temps d'écouter et de comprendre. Et là, ça peut demander que vous posiez quelques questions à la personne. Vous avez pris le temps d'écouter et de comprendre son point de vue à elle. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? D'où ça vient ce comportement-là? Et vous pouvez vous demander aussi, la personne sera en meilleure position en sachant ce que vous voulez lui dire. Est-ce que cette personne-là sera en meilleure position en sachant ce que vous avez à lui dire? Donc, est-ce que ça va l'aider? Est-ce que votre intervention va aider la personne à éviter une situation difficile à l'avenir? Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il s'agit d'un commentaire qui est désobligeant envers une autre personne et peut-être qu'elle ne s'en est pas rendue compte et vous pensez, puis en tout cas, vous êtes à peu près certain que en réalisant que le commentaire est désobligeant, que ça pourrait l'aider à l'avenir. Alors, ça pourrait être une bonne chose que de mentionner ce que vous en pensez. Et puis enfin, donc, votre intervention sera utile au groupe ou à l'équipe à l'avenir. Donc, des bonnes raisons d'intervenir, puis finalement de prendre sa place dans une situation qui est conflictuelle. Alors, comment communiquer dans ces situations-là? Autre affaire, dans une discussion difficile ou courageuse,
j'aime bien savoir dans un groupe quel est votre super pouvoir. Parce qu'on apporte tous quelque chose, peut-être une qualité ou une façon d'être en groupe qui est particulière. Et donc, c'est intéressant et utile de se poser cette question-là. Quel est mon super pouvoir dans une situation difficile ou courageuse? Il y a des gens qui ont une présence physique qui leur est utile parfois. Donc, simplement de prendre pied, de prendre place dans un groupe, si on est debout, par exemple, simplement d'avoir une bonne présence physique, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose qui peut sécuriser les gens. Pour d'autres, c'est le fait de rester calme. Alors, ils ont cette habileté à rester calme, à ramener les choses juste par leur présence et leur calme. Ça peut être une façon aussi. Parfois, il y a des gens aussi qui ont la parole facile ou encore qui, qui savent instinctivement quel est le bon mot, la bonne parole qui va aider. Alors, ça pourrait être toutes ces choses-là. Alors, je vous demande, puis tout le monde en a un sans doute, quelle est la qualité personnelle que vous amenez dans cette situation-là? Et ça se peut que vous ayez à cultiver cette chose-là parce qu'en groupe, si chacun amène sa qualité particulière, bien, ça peut faire en sorte que les tensions soient réduites. Une chose à se souvenir aussi, c'est qu'en situation de stress, il y a comme deux types de réactions. Il y a des gens qui vont surperformer, donc ils vont vouloir gérer les choses, ils vont vouloir administrer, ils vont vouloir organiser. Alors, ça, c'est un type de réaction, alors qu'il y en a d'autres qui vont être plutôt en retrait. Donc, et ce n'est pas nécessairement qu'ils veulent laisser toute la place aux autres, mais c'est des gens peut-être plus introvertis qui veulent observer avant de se lancer ou de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Alors, on a un peu ces deux pôles-là. Une façon peut-être de se préparer à une rencontre plus difficile ou même si vous êtes dans le feu de l'action, puis il y a peut-être des tensions dans le groupe, ça peut être de se demander, OK, qu'est-ce qui va me permettre, moi, de revenir à l'équilibre? Puis, dans ces choses-là, on peut toujours juste se gérer soi-même. C'est sûr qu'on peut avoir des outils aussi, puis la communication qui va faire en sorte que ça va aider. Mais parfois, on n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qui est notre bonne position par défaut pour ne pas contribuer aux tensions, mais peut-être aussi ramener un peu le calme? Alors, ça peut être un petit peu la position de la montagne, une respiration, régulière, une position où vous êtes bien ancré, les deux pieds sur le sol. Alors, je l'ai entouré ici d'un cercle bleu, mais la position de la montagne, c'est la position de la stabilité. Donc, ça peut être une méditation, une façon d'être en rencontre que vous pouvez utiliser. Peut-être qu'une ouverture, une empathie, poser des questions, une position d'accueil, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez amener. La position du guerrier ou de la guerrière, ce n'est pas nécessairement, parfois ça peut contribuer, mais ça peut être aussi une posture qui nous permet comment dire, d'être direct, de dire les choses directement. Et si on sent là, cette énergie-là, d'intervenir rapidement, bien, parfois, ça peut être aussi utile selon le contexte. Puis, parfois, et pas toujours, mais parfois, vous avez aussi la posture du fou du roi qui est dans la flexibilité, qui est dans la créativité. Des fois, une bonne blague, ça peut, bien placé, ça peut aussi faire tomber les tensions. Des fois, ça peut tomber un peu à plat, mais en tout cas, si vous avez le sens de l'humour, c'est peut-être aussi une partie de votre super pouvoir à exploiter. Un thème que j'ai aussi exploité dans l'écriture
des outils essentiels, c'est les réunions saines, mais en virtuel. On a vécu cette période de pandémie, on s'est habitué, bien sûr, à faire beaucoup de nos rencontres en virtuel, en vidéoconférence, etc. C'est clair que ça a été un outil super utile pour continuer d'avancer, continuer de faire des choses dans une année pas simple pour l'éducation des enfants. C'est certain aussi qu'on a pu observer parfois certaines difficultés avec le virtuel. Le virtuel, c'est certain qu'on ne voit pas toujours le langage corporel. On n'entend pas toujours bien ce qui est dit. On ne voit pas tous les gens qui sont avec nous souvent. Alors, il y a des indices comme ça dans les relations humaines qui ont comme disparu un peu. Et ça peut faire en sorte que on interprète mal parfois une parole ou un geste ou un ton. Je pense qu'on est nombreux à se dire que c'est le temps qu'on recommence à se voir en personne pour prendre des décisions que ça va aider parce que c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile là, de fonctionner, surtout en vidéo, en virtuel, au téléphone ou encore par courriel, par écrit. Alors, quelques petites consignes, des fois, quand on fait des réunions virtuelles, surtout si on anticipe une discussion difficile, une discussion compliquée, peut-être c'est sur un sujet compliqué où tout le monde a des opinions un peu différentes et puis on doit quand même avancer, s'assurer que tous les participants sont présents autant que possible de la même façon. Donc, par exemple, si on décide de faire un Zoom, on s'assurait que tout le monde est à sa caméra ouverte, par exemple, ou même en contrepartie, tout le monde serait au téléphone. Alors, on entendrait juste la voix. Mais ça peut être utile peut-être d'être en caméra ouverte et que tout le monde intervienne de la même façon. Donc, ça peut être utile. Établir les règles du jeu pour la discussion au départ. Donc, vous avez une bonne liste de ce genre de consignes dans le module directement, vous pouvez vous y référer, mais peut-être dire, par exemple, bien, pour certains sujets, on va passer à peu près 3 minutes et puis ensuite, on va passer aux questions, simplement pour donner un ordre de grandeur aux gens là, pour éviter que peut-être que la discussion s'éternise, mais de donner la même chance à tout le monde d'intervenir pendant un certain temps. Ça peut être utile aussi de rappeler votre consigne aux participantes, aux participants, de prendre leur place, rien que leur place, c'est toute leur place parce qu'on a peut-être 1 heure et demie, on a une discussion qui est ardue devant nous. Alors, s'assurer qu'on peut entendre tout le monde là-dessus puis qu'on fasse de notre mieux pour arriver à une décision. Une autre consigne, si une personne domine la discussion virtuelle, peut-être, à un moment donné, là, vous voyez que ça s'éternise un petit peu, vous pouvez peut-être l'inviter à présenter son argument ultime ou en anglais, on dirait bottom line. Donc, ça fait 3 minutes qu'elle parle, on n'a pas encore, on ne voit pas encore la fin, donc de façon polie, tout ça, juste l'indiquer. OK, peux-tu faire ton argument ultime là, en bout de ligne? Qu'est-ce que c'est que tu proposes dans ce cas-ci? Alors, ça peut être une façon d'amener les gens à se synthétiser puis de donner leur avis là, sur quelque chose. Alors, je vous invite à aller voir dans le module lui-même, vous avez une liste de suggestions de ce côté-là pour des réunions saines en virtuel. Alors, enfin, la toute dernière citation. Vous savez que j'aime bien les citations, alors je vous présente celle-ci de Marshall Rosenberg qui a fait beaucoup de travaux sur les communications saines. Il nous dit « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. » Ah oui, c'est donc vrai. Alors, une invitation, c'est sûr, dans nos rencontres, puis aussi dans nos écrits, parce que bien sûr, on se parle beaucoup par écrit, dans les médias sociaux, par courriel, etc. Donc, de soigner ses mots. Et puis, au besoin, quand on sent le besoin, des fois s'excuser, ça ne coûte pas cher, puis ça fait du bien.
Et toujours, bien sûr, d'être dans la bienveillance, de se demander quelle est mon intention, quelle est l'intention de l'autre. Peut-être qu'elle a eu une parole blessante, mais peut-être qu'elle n'a pas voulu blesser. Donc, de vous assurer que tout se passe pour le mieux dans vos réunions avec une situation efficace. Alors, on termine avec une citation de Marshall Rosenberg qui a beaucoup écrit sur les communications non violentes. Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. Alors, on le sait, bien sûr, que de faire attention à nos mots en personne ou en écrit ou à l'écrit, que ce soit dans nos courriels, nos échanges sur les médias sociaux, etc., c'est bien sûr l'ingrédient essentiel pour des rencontres saines. C'est une invitation aussi à la bienveillance dans nos rencontres et dans nos réunions pour, bien sûr, le travail que vous faites, qui est essentiel, qui est formidable, celui de soutenir la participation des parents au service du bien-être des élèves, de la réussite des élèves dans les écoles. Alors là-dessus, je vous dis au revoir, à bientôt. Merci.